16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui durent parfois très longtemps. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, pour lui, ça n'a pas duré longtemps. Vous nous racontez Théodore de Neuhoff, l'éphémère roi de Corse. Magnifique introduction. Les chants polyphoniques. Plus élogieuse que la vôtre. J'explique. Mes histoires durent longtemps, je suis toujours rationné, vous voulez dire, oui. C'est bien le problème. Comme 6 minutes. En tout cas, le 15 avril 1736, peut-être y avait-il des polyphonies corses, c'était il y a 286 ans. En tout cas, ça se passe au couvent d'Alessani et les représentants des différents clans corses, qui sont réunis derrière les généraux qui veulent bouter les Génois hors de Corse, instituent un royaume indépendant de Corse et il se désigne un roi. Oui, l'événement est assez peu connu parce que c'est vrai qu'il fut très éphémère, mais imaginez ça, des Corses et des responsables de clans corses qui se désignent un roi qui est allemand, le baron Théodore de Neuhoff, et qui va régner durant 7 mois sous le nom de Théodore Ier. Il est le seul roi de toute l'histoire de la Corse. En fait, il l'a d'ailleurs régné un tout petit peu plus parce que il a été... En gros, 2 ans et demi, roi de Corse, il a passé les 3 quarts de son règne en dehors de la Corse. Mais comment un aristocrate allemand devient-il roi de Corse ? C'est quand même insensé, cette histoire. Mais, excusez-moi, c'est parce qu'à cette époque, il y a de nombreux jeunes Européens de bonne famille qui s'engagent dans un corps d'armée étranger ou qui investissent leur fortune dans un pays qui n'est pas le l'autre, du côté d'un des belligérants dans un conflit, et qui en escomptent des prébendes, des profits, des charges honorifiques et ministérielles. Et Théodore est justement de cela. Théodore est né en 1694 à Cologne. Il est le fils d'un gentilhomme westphalien. La Westphalie, c'est la patrie d'origine de Élisabeth Charlotte. La princesse palatine, absolument. Et donc, il arrive à se faire apprécier d'Élisabeth Charlotte. Il en devient le page. Et comme il est malin, il est très séduisant. Il est opportuniste. Enfin, mais j'insiste, très séduisant. C'est un très bel homme. Il n'y a eu qu'un roi de Corse, mais il était beau garçon. Et elle le fait rentrer dans un régiment bavarois. Et c'est parti pour une carrière militaire et diplomatique au service de différentes puissances européennes. Il a d'abord servi la cause des Stuarts, vous savez, les Stuarts, les Jacobites. Ils voulaient rétablir les Stuarts sur le trône d'Angleterre. C'est un échec. Il sert ensuite le premier ministre du roi de Suède, après quoi on le retrouve à la cour d'Espagne, où il se marie en Espagne, on le retrouve en Hollande, en France, en Angleterre, où il va séjourner 10 ans entre 1721 et 1731, et puis il rentre au service du roi Charles VI d'Autriche. Donc voyez-vous, il a servi différents maîtres en Europe, il connaît de nombreux diplomates, il est polyglotte, et en gros, ça serait un genre d'agent secret diplomate. Et il commence à s'intéresser à la Corse quand il entre au service de l'empereur Charles VI d'Autriche, parce que ce sont des Autrichiens qui sont allés calmer les clans corses quand il a commencé à avoir un peu des insurrections contre la puissance génoise. Donc, notre Théodore, en janvier 1734, il rencontre des immigrés corses à Livourne, en Toscane, et parmi lesquels il y a Jacinto Paoli, le père de Pasquale Paoli. Et il négocie les termes de sa participation. En fait, vous savez, ça me fait penser cette histoire à la très belle phrase de Victor Hugo qui dit « Ils s'aimaient de détester ensemble ». Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les clans corses n'arrivaient pas à trouver un roi parmi eux, un responsable parmi eux, et en fait, ils sont tombés d'accord sur un étranger de pas de chez eux, comme dit A.G. Canonix dans Astérix et Obélix, parce que lui, au moins, voilà, ça faisait pas de concurrence entre eux. Donc on désigne Théodore qui débarque à Aléria le 20 mars 1736 avec un certain décorum. Il met en scène son arrivée, bien sûr, puisqu'il est le nouveau roi des lieux. Et devenu roi, il approuve une monarchie constitutionnelle qui prévoit un impôt modeste, la création d'une université, un ordre de noblesse et l'accession des Corses à tous les emplois publics. On frappera monnaie, une monnaie estampillée TR, Theodorus Rex, et on constituera une armée qui commence par quoi ? Naturellement, par déclarer la guerre à Gênes. Bon, l'affaire, malheureusement, malgré quelques succès militaires, tout en vite au fiasco. Et les Corses découvrent qu'en fait, Théodore ne pouvait bénéficier d'aucun appui extérieur, militaire ou financier, qui lui aurait permis de chasser les Viennois de Corse. Donc tout ça va un peu tourner court. Il va rester en Corse 8 mois. Il fera d'autres tentatives. C'est déjà pas mal, 8 mois.
de tenir 8 mois à la tête des Corses. 8 mois à la tête des Corses, oui, bien sûr. Il n'est pas du tout pris au sérieux par les Européens, donc quand il part pour essayer de chercher des subsides et des Mais il n'est pas reconnu. troupes. La reconnaissance se fait pas comme on reconnaîtrait aujourd'hui une nation. Mais si vous voulez, le petit roi de Corse qui est un petit obro allemand, non, il est vraiment pas pris au sérieux. Donc si vous voulez, tout ça tourne un petit peu, finit un peu en eau de boudin. Et là, ça fait à la fin, fini les palais, les ambassades, le trône de Corse. En 1749, Théodore de Neuhoff échoue à Londres. Il croule sous les dettes, ce qui lui vaut un séjour de plus de 6 ans en prison. Malade, sans le sou, il meurt le 11 décembre 1756, juste après sa sortie de prison. Il est enterré à la fosse commune. Vous savez que sur la plaque, dans le quartier de Soho, elle existe toujours. Il y a une plaque en hommage qui précise qu'il enregistra son royaume de Corse pour l'usage de ses créanciers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que comme il était très endetté, il a mis en gage son royaume de Corse pour quitter la prison. Vous parlez d'un roi. Et sur cette plaque termine par la formule suivante: le destin lui accorda un royaume et lui refusa du pain. Et oui, voilà, Théodore de Neuhoff. N'empêche que son action a quand même obligé Gênes à dépenser des millions pour garder la Corse. Donc d'une certaine manière, indirectement, il a quand même atteint son but de roi de Corse. Il a une rue en Corse. Il a une place. Alors ça, je l'ignore, mais je pense que... écoutez, je vais aller regarder ça de ce pas. Vous y allez? Non, je ne vais pas aller en Corse, mais je pense que je peux... Je pense que je peux regarder, peut-être qu'il y a Aléria où il a débarqué le fameux 20 mars comme roi de Corse. Peut-être qu'on lui a quand même donné une... Mais ça ne serait que justice. Bien sûr. Écoutez, je vais vérifier ça, pas plus tard que tout à l'heure. Réhabilitons le roi de Corse. Qui sera le roi du quiz? Voilà une question qui intéresse nos auditeurs. C'est dans un instant. Oui, le roi, oui, ça c'est Ou sûr. la reine. Oui, bien sûr. Pour l'instant, c'est un roi. C'est Stéphane qui mène le quiz. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.